jours, je vous les ai promises, donc je vais les faire. En fait, je pensais en faire une, mais vu tout ce que j'ai à dire et tout ce que j'ai à vous montrer, ben, ça me paraît difficile de le faire en une seule vidéo. À ma grande joie, comme vous le savez, pour certains, pour un grand nombre d'entre vous, je suis tellement friande de montrer ma tête en vidéo que c'est un vrai le bonheur. Mais bon, à un moment, je me dis, on n'a pas le choix. Faut s'y coller, surtout quand je vois encore des gens afficher des appels à soutien et surtout aux dons pour ce pauvre Stan Mayo qui est condamné à 4 ans de prison ferme pour avoir dénoncé la protection institutionnalisée de la pédocriminalité. Alors non, il n'est pas condamné à 4 ans de prison ferme pour avoir dénoncé la pédocriminalité institutionnelle à protéger, gna gna gna. Il est condamné tout simplement à 4 ans de prison ferme pour association de malfaiteurs en vue de l'enlèvement de plusieurs mineurs de moins de 15 ans, en l'occurrence les 3 enfants Gatchadoa. Donc voilà, comme je vous l'ai dit, je pensais faire une vidéo au final. J'ai tellement de papier à vous montrer que je vais être obligée de le faire en plusieurs fois. Donc aujourd'hui, je vais m'intéresser à la partie, je vais la mettre dans l'ordre, n'inquiétez pas, c'est juste pour le fun. On met ça de côté et puis on va garder la partie qui était annexée et qui me permet d'avoir un excellent point de départ puisqu'il s'agit des annexes, en l'occurrence les expertises psychiatriques de Sandrine Gatchadoa, inclut la contre-expertise qu'elle a demandée. Et je finirai avec, et je m'en excuse d'avance auprès de vous les enfants, mais je ne vais pas avoir le choix que de donner quelques précisions sur les expertises psychologiques qui ont été réalisées à votre retour après 2 ans et 8 mois d'enlèvement parental. Jusqu'à présent, on a toujours essayé de ne pas en parler, de ne pas forcément le mettre en avant. Là, je pense que c'est important que les suiveurs, soutiens, défenseurs et autres individus qui se font manipuler prennent conscience de la situation. Ça leur permettra peut-être de comprendre comment on se retrouve en 2012 avec une association de malfaiteurs en vue d'enlèvement de 3 enfants, mineurs de moins de 15 ans. Donc on va commencer. Donc c'est très bien qu'il y ait eu ces annexes. Bon, ça fait un petit moment que j'ai tous ces documents. Jusqu'à présent, j'ai toujours refusé de les commenter, de les diffuser comme je vais le faire là. Je vais essayer de vous en montrer un maximum. Bien évidemment, vous ne pourrez pas lire. Vous voyez, j'ai masqué les noms, les prénoms, les adresses. J'ai mis en surveillance certaines choses parce que je voudrais en revenir avec vous. En reparler avec vous, revenir là-dessus. J'espère qu'on va arriver à faire ça dans un temps relativement convenable, mais c'est pas facile de faire une vidéo courte sur ce type de dossier, parce que là, on n'est plus dans de la rigolade, on est dans la vraie vie, il y a des vraies conséquences. Et à un moment il va falloir assumer ses responsabilités, monsieur Mayo. Alors moi je vous dis clairement, vos problèmes de dents, d'hémorroïdes ou autres, je m'en bats royalement. Vos problèmes de logistique entre le Venezuela, la France et machin, je m'en bats royalement. Pour moi, vous n'êtes qu'un tocard, vous êtes très bien là où vous êtes. J'espère qu'en appel, vous prendrez plus, parce qu'à la base, vous aviez pris 5 ans en 2018. Votre tralala, parce que c'est bien gentil de se barrer et de se soustraire à l'autorité, mais quand on se fait gauler et qu'on fait sa victime, remarquez, c'est même pas surprenant, puisque c'est la façon de procéder que vous avez tous ces individus de la protection de l'enfance qui passent leur temps à faire de la merde, et puis qu'une fois que la justice tombe, se victimisent, deviennent très malheureux. Là, moi, je vais un peu vous montrer les dégâts. On va revenir sur le dossier, mais là, on va vraiment aujourd'hui uniquement attaquer. Alors du coup, je sais pas, peut-être que je vous ferai 25 vidéos. Non, je pense pas, parce que c'est envie de me saouler. Mais on va se concentrer sur la genèse de cette histoire, parce qu'il faut aussi que les gens comprennent que Stan Mayo, c'est une chose. Les mamans qui l'utilisent à ses fins, c'en est une autre. Et la détresse des familles, elle est bien là. Ça, c'est une réalité. Quand bien même vous continuez à la nier, comme la parole de l'enfant, je pense que après cette série, ou avec de l'espoir, peut-être cette série et cette vidéo-là, vous allez commencer à vraiment comprendre. Donc, je vais essayer d'être à peu près claire. C'est pas facile pour moi. Voilà, c'est pas un exercice facile, mais je me lance. Donc, je vais prendre la première expertise psychiatrique qui a eu lieu le 28 janvier 2008
dans le cadre de la séparation de monsieur et madame, justement, puisqu'il y a eu une expertise, un examen psychiatrique des deux qui a été demandé, puisque, pour rappel, c'est à partir de 2006 et 2007 que Sandrine Gatchadoua a commencé à accuser dans un premier temps sa belle-mère d'attouchement sur sa fille, et puis ensuite elle a accusé son mari. Donc on peut parfaitement comprendre que quand on se fait accuser par sa femme de tripoter les enfants, je pense que n'importe qui divorcerait. Enfin, je ne sais pas pour ceux qui suivent Stan Mayo, qui ont des enfants, imaginez qu'un jour votre conjoint se mette à vous accuser et à porter plainte contre vous d'avoir fait du mal à vos enfants. Comment le vivriez-vous? J'aimerais beaucoup dans les commentaires qu'on me réponde. Hein, ce serait sympa que vous me donniez votre point de vue, parce que c'est bien gentil de défendre des gens, mais encore faut-il savoir ce qu'on défend. Donc, bon, on est sur un couple, je ne vais pas développer énormément leur vie privée, ça ne regarde personne, c'est entre eux, je vais essayer de la faire brève. Ce sont deux individus qui se sont rencontrés en 94, à l'époque où ils étaient encore étudiants, qui se sont mariés en 2003, après la naissance de 2 premiers enfants, et puis qui se sont séparés fin 2017, un couple logique suite aux accusations qui avaient lieu. Le divorce s'est fait en 2008, mais ce divorce ne s'est pas bien passé, et forcément, et donc il y a eu une expertise psychiatrique demandée par le JAF pour les 2 parents, hein, sans distinguo, on demande les 2. Donc la première expertise, elle est relativement basique. Une fois qu'on a repassé, alors comme on l'a à chaque fois, donc on va essayer de coupler. Voilà. Alors, on a commencé par monsieur, voilà, qui n'a pas cherché à dévaloriser son épouse dans le comportement après l'avoir déstabilisée, lui pose maintenant la question d'une éventuelle maladie mentale. Il n'a pas eu de réticence à se présenter à cet examen. Aucune difficulté à établir un contact avec son interlocuteur. Voilà, niveau intellectuel tout à fait satisfaisant. Pareil pour Sandrine, hein, rien à dire de ce côté-là. Voilà, leur environnement enfance, j'ai envie de dire, on est un peu dans de l'ordinaire. Peut-être juste pour Sandrine, mettre l'accent sur une chose, c'est qu'elle semble avoir souffert d'une espèce de sensation de délaissement ou de manque d'affection de la part de ses parents, sans doute lié au fait qu'elle était celle du milieu dans une fratrie de 3. C'est une situation relativement courante. Je pense que beaucoup ne me contrediront pas là-dessus. Quand dans une fratrie il y a 3 enfants, en général, celui du milieu a toujours beaucoup de mal à trouver sa place. Ça s'explique. Voilà. Après, c'est pas forcément pour autant qu'on le vit bien. Chacun le vit à sa façon. Mais enfin, a priori, concernant leur environnement familiaux, enfance et autres, rien, pas d'événements marquants, pas de carences particulières. J'ai envie de dire, on est assez basique. Hein, donc à partir de là, on ne s'alarme pas. Donc concernant monsieur, aucune machin. Le jugement n'est pas altéré au sens psychiatrique du terme. Il est capable de prendre du recul face à une situation. Donc l'examen psychiatrique n'a pas mis en évidence de signes cliniques en faveur d'une névrose structurée. A fortiori, il ne délire pas, sa perception de la réalité n'est pas altérée par un processus morbide. On ne retrouve pas chez monsieur de traits de personnalité perverse. Ses réactions lors des premières accusations de sa femme, son désir de conciliation, de compréhension, son refus de la dénigrer sont des éléments qui écartent à notre avis une telle éventualité. Ah oui, parce qu'il y a une petite anecdote quand même. Donc, dans un premier temps, elle a accusé sa belle-mère, et puis quelques temps après, elle a... un jour comme ça, d'un coup, elle a insisté très fortement pour que monsieur l'emmène à la gendarmerie. Donc lui, il s'exécute, hein, c'est sa femme, il voit bien qu'elle est en détresse, il l'accompagne en disant peut-être que ça va l'aider. Au final, arrivée sur place, elle porte plainte contre lui. Voilà, hein, on peut comprendre donc largement le divorce. Voilà, il se dit prêt à accepter et à participer à toute mesure destinée à aider les enfants. Il a précisé que son but n'était pas d'éloigner les enfants de leur mère. Il est même prêt à envisager un élargissement des mesures si madame accepte de se faire soigner. Hein, on n'est pas dans la logique de quelqu'un qui refuse totalement tout contact des enfants avec leur mère sur des téléphones. Au contraire, il faut maintenir un lien.
Voilà, donc aucune, voilà, l'examen ne met pas en évidence maladie mentale aliénante, très pathologique de personnalité, gna gna gna. Concernant madame, elle maintient ses accusations, elle aurait fait part de ses soupçons à son mari, elle aurait questionné sa fille et qui lui aurait dit oui, oui, j'ai subi. Elle a contacté une association après son déménagement dans les Pyrénées-Orientales et elle aurait été prise au sérieux et il y aurait eu un suivi pendant 1 an, un suivi psychologique avec elle et la petite, justement par rapport à ça. Elle supporte très mal que les enfants soient confiés à leur père, d'autant plus qu'en octobre 2007, voilà, c'est donc là qu'elle s'est retrouvée à aller porter plainte contre son mari. D'accord. Elle ne comprend pas ce qu'elle considère être le parti pris de la justice qui ne tient aucun compte de ses démarches. Elle s'estime cependant devoir les poursuivre afin de protéger ses enfants, bien qu'on m'ait rabâché que je n'obtiendrai rien de la justice. Alors, je voulais voir où est-ce que je peux... Ben non, j'ai pas la date. Et là, j'ai le machin. Bon, alors la biographie, on a dit qu'on n'en parlait pas parce que ça ne regarde pas. Voilà, juste ce que vous avez à savoir, c'est qu'ils se sont rencontrés pendant leurs études. Et que voilà, jusqu'à 2007, ça allait bien. Alors, lors de l'examen, par contre, madame, elle a du mal à nouer une relation. Alors, une relation que nous qualifierons de distante, méfiante. Elle a commencé par nous demander nos références, nos compétences pour aborder un tel examen. Pas convaincue que les réponses les satisfait. Donc, elle a été d'une certaine façon réservée. Tout l'entretien s'est donc déroulé dans cette ambiance particulière où la méfiance inquiète le disputait à une certaine hostilité. Sinon, tous les deux ont un très bon un niveau intellectuel tout à fait satisfaisant, pas de déficit des fonctions cognitives. Elle procède par affirmation qui ne donne lieu ni à discussion ni à questionnement. Persuadée de la justesse de son point de vue, elle ne comprend pas qu'on puisse douter. Elle reconnaît cependant que son mari ne s'est jamais montré violent en acte. Mais bon, elle lui reproche tellement derrière que heureusement qu'il y a quand même du positif. Elle est donc persuadée d'être dans le vrai et les doutes qu'elle rencontre autour d'elle ne font que la conforter dans ses certitudes. Elle conteste donc les conclusions d'un premier psychologue qu'elle avait pourtant sollicité. Elle nie avoir induit les réponses de sa fille. Cette fermeture à la parole de l'autre pose déjà problème. Et en effet, alors qu'elle confirme, quand elle vient dimanche, je la questionne, je lui demande si on lui a fait du mal. Jusqu'à présent, elle me dit non. Vous voyez, là, on est quand même dans le déni de la parole de l'enfant à laquelle nous sommes si chers, nous. Hein. C'est-à-dire que quand l'enfant, quand on vous raconte que l'enfant raconte des horreurs qu'il a subies, ça vous va. Le jour où ce même enfant vous dit bah non, en fin de compte, il dit non. Il dit non. Ah ben là, vous allez nous parler de MK Ultra, machin, contrôle mental. Voilà, hein, on la connaît, la feinte, mais enfin, en tout cas, là, on est en 2008. Gachado elle-même dit que la petite ne lui dit rien, mais elle ne la croit pas. Elle qui me semble si attachée à la parole de l'enfant bafoué, je pense qu'elle ferait bien de relire cette étude, cette expertise. Cette incapacité à douter, à tenir compte des réserves d'autrui, cette conviction inébranlable, mais aussi l'élargissement progressif des supposées agressions ont une forte connotation pathologique. Ils mettent en cause la crédibilité de madame, qui semble avoir perdu toute autocritique, tout recul, toute capacité à revenir sur son postulat de départ. Plus qu'une fabulation, qui est souvent circonstancielle, qui varie selon les événements et les interlocuteurs, les propos de madame nous évoquent une construction délirante, induite et entretenue par la peur que sa fille ne soit victime d'une agression. Si cette hypothèse que nous estimons la plus potable se vérifie, il convient que madame soit aidée afin qu'elle puisse dépasser ses angoisses et qu'elle parvienne à nouer des relations apaisées avec les membres de sa famille dans l'intérêt des enfants. Donc il dit, c'est un psychiatre. Voilà, donc concernant les conclusions, aucune pathologie mentale ni trouble significatif de la personnalité pour monsieur. En revanche, celui de madame met en évidence une construction délirante fermée à tout doute. Elle est certaine que sa fille a été abusée par sa belle-mère et son père avec la complicité passive du beau-père. Le fait même que ses propres parents ne la croient pas, elle l'explique par le fait que, comme je vous l'ai dit, elle considère qu'elle a manqué d'amour et de considération. Voilà, donc il apparaît indispensable qu'elle bénéficie de soins
afin de dépasser ses angoisses. Le questionnement permanent auquel elle reconnaît soumettre la jeune fille peut avoir un effet négatif sur son équilibre psycho-affectif. Et madame a semblé beaucoup moins impliquée avec ses 2 autres enfants. Donc là, on est en avril 2008. Il faut savoir que avril 2008, à partir de novembre 2008 et ce jusqu'en avril, jusqu'en avril 2011, Sandrine Gachadoua a purement et simplement enlevé ses enfants. Voilà, ce qu'on appelle un enlèvement parental par personne ayant autorité, enfin, même si au cours de cette escapade, aventure, voyage, cavale, on ne sait pas comment on qualifie, elle a été déchue de son autorité parentale. Mais ça, je vous montrerai tout à l'heure. Voilà, donc on en arrive ensuite à une première autre expertise psychologique qui a été donc forcément demandée par le tribunal. Là, on a un praticien qui est quand même bardé de diplômes, beaucoup plus que ceux de l'internet et de YouTube qu'on peut trouver partout. Excusez-moi, je m'étais fait une cigarette, je vais me l'allumer. Voilà, désolée pour ceux que ça va déranger, mais bon, en même temps, c'est pas un exercice facile pour moi. Donc, on est sur de l'expertise psychologique de base avec des questions qui sont posées. Le praticien doit déterminer certaines choses et donc tout cela va se faire sous forme d'entretien. Donc, il y a forcément un rappel des faits. Donc, en l'occurrence, là, elle est mise en examen du chef de soustraction de mineurs aggravé par ascendant, puisque, comme je l'ai déjà dit, les enfants ont été enlevés par elle du 30 novembre 2008 au mois d'avril 2011. Je ne sais plus la date, je ne sais plus sur quelle date je l'ai, parce qu'ils reprennent tous un peu la même chose, mais ils ne mettent pas forcément tous les mêmes éléments au même endroit. Voilà, donc bon, la présentation, on s'en fout. Voilà. Le registre familial, ça ne regarde personne. Elle précise juste que durant son voyage, voilà, c'est comme ça qu'elle appelle, elle était en rupture relationnelle avec les membres de sa fratrie, que même avant leur lien était devenu très sporadique. En effet, il ressort des entretiens que sa propre famille, lorsqu'elle leur a fait part de ce qu'elle pensait que sa fille subissait, lui a dit on te croit pas, enfin arrête quoi. Voilà. Donc forcément il y a des tensions, plus de contact. Donc là, autant dire que les enfants ont été complètement séparés de tout le monde d'un coup, juste avec maman, pendant son voyage. Mais son voyage, on va y revenir. Voilà, donc sinon, parcours scolaire, vie professionnelle relativement ordinaire. Hein, voilà, après, comme beaucoup, à la naissance d'un 3e enfant, congé parental, congé maternité, et puis un peu de boulot en assistante maternelle, mais plus depuis la naissance du 3e enfant. Pas d'anomalie de la sphère cognitive, bien orientée. Elle a accès à l'élaboration mentale avec des capacités d'analyse et de synthèse contaminées de manière très significative par un sentiment de persécution, de mécanisme de projection, l'éloignant parfois et de manière partielle du contexte du réel. Sinon, niveau matière, culture générale, enfin voilà, tout reste satisfaisant. Ah oui, alors elle fait état aussi, donc à ce moment-là, elle nous donne d'autres contenus qui alimentent ces états de soupçon, voire de persécution. Disparition de courrier, déplacement d'objets, étranges problèmes administratifs qui relèvent de mécanismes pathologiques. Il n'est donc pas nécessaire de les développer ici dans leurs détails. Elle reste notamment persuadée que des hommes de grandes influences appartenant à divers groupes courants seraient contre elle et ses enfants. Il s'agit encore d'un mode de raisonnement hasardeux témoignant d'une fragilité d'ancrage dans le réel. Sinon, aucun antécédent. Hein. Voilà, c'était le suivi psy dont je vous ai parlé tout à l'heure. L'humeur est marquée d'une grande labilité, un état d'anxiété important et invalidant. Toujours sur le thème de l'exposition supposée de ces enfants à un danger d'ordre pédophilique. Autour de ce thème d'agression sexuelle, il existe un mode de fonctionnement paranoïde, des suppositions, des relations de cause à effet sans véritable fondement, avec peu d'ancrage dans le réel. Aucune appétence toxique, alcool ou autre, peut-être comme moi, tabac, hein, pas de tabagisme.
Voilà, donc là, on est au mois de mai, ça fait un mois qu'elle a été rattrapée. Il s'en suivra une autre expertise que je la retrouve au mois de juillet. Donc fait par un autre spécialiste. Ah bah, attendez, avant, on n'a pas la suite, j'ai pas donné toutes les discussions, elle n'était pas finie, c'est pour moi. Donc sur celui-ci, un mois après, désolée. Donc son examen psychologique permet de mettre en évidence chez elle un mode de fonctionnement pathologique relevant d'un délire de persécution émanant de mécanismes de projection, idées sensitives relevant d'une affection paranoïaque, par conséquent d'une pathologie psychotique. L'intéressé procède à une interprétation des éléments de sa vie quotidienne dans le passé et avant son départ, à partir de cette conviction sur les viols, et réorganise la réalité de manière hasardeuse sous forme délirante. Elle présente un grand état d'anxiété, elle pleure et adhère fermement à ses interprétations. Il existe des revendications très spécifiques au sujet de la sécurité de ses enfants. Elle s'estime bafouée selon ses croyances par ses propres parents, par des professionnels de la santé ou encore par les professionnels de la justice. Elle se considère, elle et ses enfants, victimes d'une injustice, d'une incompréhension et de la négligence pour préserver leur sécurité. Elle s'est alors persuadée d'être victime avec ses enfants de persécutions organisées, de complots s'acharnant à accumuler des preuves accablantes qui demeurent sans véritable logique ni fondement avec une cohérence particulièrement hasardeuse. Après lecture de ces différents écrits, son long récit lors de l'examen, nous faisons le constat que les événements quotidiens de son existence sont interprétés en fonction de ses convictions et sont dans son état peu ancré dans le réel, autant de preuves qui ont pu renforcer et alimenter sa croyance douloureuse sur le viol de ses enfants. Malheureusement, elle n'est pas parvenue à convaincre son entourage, donc forcément, elle s'en est détachée. C'est dans un tel contexte qu'elle a décidé de partir en compagnie de ses enfants, se lançant dans un voyage pathologique, ayant pour objectif de rompre avec les éléments de la réalité devenus trop lourds pour son appareil psychique. Voilà. C'est par conséquent l'aspect de pathologie mentale qui prime sur la dimension criminelle, qui n'en est qu'une expression gravissime. En l'occurrence, le médecin ne préconise pas d'incarcération, puisqu'en l'occurrence, on ne peut pas considérer qu'elle soit, entre guillemets, responsable de ses actes. Voilà, l'explication arrive plus tard dans un autre. On a un début d'explication sur comment cette personne se retrouve comme ça, dans cet état-là, à raconter ça. Conclusion de l'examen. Il permet de mettre en évidence chez elle un mode de fonctionnement pathologique relevant des délires de persécution, de mécanismes de projection, mécanismes sensitifs relevant d'une affection paranoïaque. Par contre, voilà, là, à ce moment-là, cet expert-là n'est pas en mesure de déterminer avec objectivité l'origine de ces troubles. Les révélations de sa fille, ou du moins la manière dont cela a été interprété, peut hypothétiquement constituer l'élément qui a déclenché une décompensation de nature psychotique. Il est possible également que ces révélations soient post-décompensatoires. Dans ce cas, l'origine de la décompensation s'avérerait plus ancienne. Dans l'état actuel des choses, l'incarcération ne peut être structurant pour elle. Il préconise plus une hospitalisation avec un suivi et éventuellement un traitement de façon à pallier aux symptômes délirants interprétatifs et lui permettre de retrouver un certain équilibre de vie. S'ensuit une autre expertise au mois de juillet. Alors, je ne sais plus, bon, ça doit être l'autre qui a été à sa demande. Juillet 2011. Donc, je rappelle, retrouvée en avril 2011 avec ses 3 enfants avec lesquels elle avait disparu depuis 2 ans et 8 mois. Donc là, bon, toujours sur du basique des expertises psy, vous voyez, hop, juillet, je vous montre. Et à son côté, moi les pièces à son côté, moi c'est du factuel que je vous montre là. C'est pas du, il n'y a pas que ma tronche à regarder. Bon, même si c'est beaucoup de lecture, je vais vous épargner de tout lire. Je vous le fais à la place. Donc le rappel des faits. Donc voilà, 19 décembre 2008, l'information est ouverte à l'encontre de madame, soupçonnée de non-présentation d'enfant, une personne ayant le droit de le réclamer, à 2 reprises, 30 novembre puis 14 décembre, qui a un droit de visite et d'hébergement, jour par semaine. À la suite, hop, elle ne les a pas ramenés. Elle a donc été interpellée lors d'un contrôle routier le 24 avril 2011. Voilà, on va au biographique, on passe dessus. L'examen clinique. Donc elle a été examinée à la maison d'arrêt, là où elle était en détention. Alors elle explique les raisons de son incarcération. J'étais partie avec mes enfants, je faisais du stop à côté d'Alès, j'allais chez des amis, j'ai eu un contrôle d'identité.
Elle connaît les raisons de son incarcération, non présentation d'enfants. Elle ajoute immédiatement, leur père est incestueux. On est passé en ordonnance de non-conciliation. Le père avait la garde, j'ai accepté, je n'avais pas le choix. J'avais déposé plainte 15 jours avant l'ordonnance. Je voulais protéger mes enfants. Elle explique donc le contexte de son premier dépôt de plainte. Octobre 2007, j'ai appelé la gendarmerie de Bourg-Madame, ils ne sont pas déplacés. J'y suis allée alors avec mon mari. Ma fille avait déjà parlé d'abus sexuels de la part de sa grand-mère paternelle. J'ai pris ce prétexte. Quand on est arrivé, j'ai dit qu'elle avait parlé de lui. Un expert est venu à mon domicile. Il ne m'a pas cru. Il m'a dit d'arrêter tout cela. Voilà, ils ont été suivis. Elle a été suivie avec sa fille et par une psychologue ainsi que les deux parents. Le mari a voulu arrêter au bout de 2 séances. Bon, après, il a le droit aussi. En même temps, ça devient difficile à un moment quand on s'estime. Et puis je crois que c'était une association. Et ouais, j'ai fait quelques recherches sur cette association. Il ne faut pas trop qu'ils sont venus fous, donc je vais faire pareil. Je vais taire leur nom. Après tout, on n'a pas à leur faire de la pub. Donc voilà. Donc elle avait déjà fait, donc là on revient sur l'expertise que je vous ai lue plus tard, plus précédemment, qui dénotait donc dans le cadre de la non-conciliation de la séparation, construction délirante induite et entretenue par la peur que sa fille ne soit victime d'une agression sexuelle. Donc elle a donc disparu le dimanche 14 décembre avec ses 3 enfants. Donc on a un peu une explication. Elle a vécu dans le sud-est de la France, accueillie par différentes personnes. Elle indique qu'elle faisait elle-même l'école à ses enfants et qu'elle vivait sur ses économies et avec un petit travail dans les fruits et légumes. Concernant ses enfants, elle est persuadée qu'il fallait les protéger. Elle présente à l'évidence un discours délirant à thématique persécutive et de complot. Elle est ainsi convaincue que son mari ainsi que les parents de celui-ci sont des manipulateurs, qu'ils font partie d'un réseau dans lequel est impliquée la franc-maçonnerie. Voilà, ils ont accès à tous mes dossiers, Bon, bref, bon, je vous épargne le verbiage, vous les connaissez assez, je crois que ces écrits circulent pour connaître son histoire. Tout événement est relié à cette conviction que ses enfants sont maltraités. Elle justifie le fait que lorsqu'un de ses enfants criait quand il faisait ses selles, c'est qu'il avait été violé. En novembre 2008, elle a fait hospitaliser ses 3 enfants dans un hôpital de Libourne afin de les faire examiner. Elle pense avoir été sur écoute téléphonique. Elle dit avoir rencontré de nombreux problèmes de voiture, pneus crevés ou dans le réservoir, ou d'argent, mauvais fonctionnement de carte, interdiction bancaire ou de courrier, qu'elle attribue à son ex-mari et aux francs-maçons. Elle avait déjà tenté de faire examiner les enfants, notamment sa fille, dès septembre 2006 par une pédiatre afin de faire confirmer ses soupçons de viol. Selon ses dires, certains professionnels de connivence avec son ex-mari ont beaucoup insisté par des gestes appuyés pour qu'elle se taise. Elle est donc envahie d'une angoisse persécutive très marquée. Au cours de ces derniers mois, elle dit avoir rencontré d'autres parents. Ils ont subi le même harcèlement que moi. Les francs-maçons ont des loges qui font des rituels sur les enfants. Ils les torturent. Je l'ai vu sur Internet. Je l'ai vu sur Internet. Ok. La conviction est inébranlable. Il n'existe aucune place pour le doute. Il s'agit d'un délire en secteur. En dehors de ces thèmes, elle reste bien ancrée dans le réel. Le reste, ça va. Là-dessus, ça va plus. Donc, elle a été traitée. Bref. Elle est suivie puisqu'elle est en détention. Et donc, la conclusion. Alors, commentaire. Nous sommes présentant à l'évidence un discours délirant de mécanismes interprétatifs et imaginatifs et de thèmes persécutifs et de complots. Convaincu que ces enfants sont victimes d'inceste régulier depuis 2006. Aucun élément n'apparaît objectivement conforter cette impression, bien que nous n'ayons pas pu, évidemment, examiner les personnes mises en cause par madame. Le diagnostic de bouffée délirante survenue pendant la grossesse peut néanmoins être évoqué, puisque madame n'a aucun antécédent psychiatrique documenté. Donc, on peut penser qu'en effet, en l'état actuel, ça puisse être lié à la grossesse.
Et en effet, il se passe pas mal de choses pendant une grossesse, j'y reviendrai tout à l'heure, parce qu'à un moment, on a quand même un début de réponse, d'explication, on essaie de comprendre, parce qu'il faut quand même comprendre ce qui amène une femme qui, somme toute, semblait avoir une vie totalement normale, une vie de famille, avec des enfants, à partir en vrille comme ça. Donc là, on a les conclusions. Voilà, on revient sur les troubles. L'infraction reprochée au sujet est en relation avec cette affection mentale. La dangerosité est actuellement liée à la conviction délirante toujours inébranlable et à l'absence de critique. Au vu de l'examen actuel, nous considérons que Madame Gachadoa n'est pas accessible à une sanction pénale. En effet, elle ne peut pas être connue pénalement responsable. Hein. Voilà, le sujet a été atteint au moment des faits d'un trouble psychique ou neuropsychique ayant aboli son discernement ou le contrôle de ses actes. Voilà. On en est là. Donc, à toutes ces questions, il sera répondu concernant le fait de dire si elle présente des troubles caractériels, psychologiques ou affectifs, en déterminer la nature. Il sera répondu, elle souffre de troubles psychotiques dont le paroxysme fut la grande bouffée délirante avant son incarcération et son hospitalisation. Elle était en position dangereuse. Là, je ne suis plus sur le bon machin, autant pour moi, on s'arrête là pour celui-ci. Alors attendez, je vais reprendre l'autre sens parce que je les ai retournés, du coup c'est plus les bons. Ça c'est celui, c'est celui d'après. Ça, c'est celui-là. Ok, parce qu'ils sont dans ce sens-là. Après, je vais revenir sur celui-ci. Oui, parce que je ne veux pas finir ceux de Madame Gachadoa. Et après, je vais revenir sur d'autres. Je l'ai mis, excusez-moi, je n'ai pas le choix. À un moment, il faut que ça sorte. Donc là, on arrive, je crois que c'est la contre-expertise qu'elle a elle-même demandée, qui date du 18 novembre 2011. Désolée, hein, je m'embrouille un peu, mais en même temps, voilà. Mais j'essaie de chronologiquement rester dans la logique. Donc pareil, rapport, alors le basique, l'élément biographique. Bon là, elle ne veut pas raconter son histoire, car dit-elle, j'en ai marre de raconter toujours la même chose, et de toute façon, personne ne veut me croire. D'autre part, elle dit qu'elle n'est pas d'accord avec les conclusions des deux experts qui l'auraient définie comme une menteuse et une délirante. Donc, c'est elle qui aurait demandé une contre-expertise. Depuis, elle serait devenue sceptique car elle pense que cela ne servira à rien puisque tout le monde est contre elle. Blablabla. Donc, elle est mise toujours en examen. On repasse là. C'est là qu'on apprend qu'elle sera déchue de son autorité parentale pendant sa cavale. Si je me souviens bien, j'ai vu la date ailleurs, ça doit être 2009, il me semble. Là aussi, un autre élément assez... ben voilà, c'est bon celui-ci. Assez perturbant, c'est que visiblement, comme elle n'accepte pas le verdict de la séparation et le droit de visite qu'elle a, elle finit quand même, elle sera quand même soumise à un contrôle judiciaire qui sera renforcé par le port d'un bracelet électronique sans grand succès. C'est donc le 10 mars 2009 qu'elle sera déchue de son autorité parentale par la cour d'appel de Poitiers au profit exclusif du père. Elle s'enfuit pendant plus de 2 ans avec ses enfants, sera incarcérée à Saintes pendant 5 mois et hospitalisée 2 mois. D'accord ? Elle se considère donc incomprise, puisque visiblement, bon, comme dans un grand nombre de familles, elle n'a pas appris à exprimer ses souffrances. Elle n'a plus confiance en personne et se méfie de tout le monde. On serait tous ligués contre elle. Ouais. C'est pas la première fois que j'entends ça. Donc, on continue avec la situation telle qu'elle est présentée, le plus simplement du monde, concernant l'acte délictuel en lui-même, qui est reproché à l'époque à Sandrine Gachadoa et les victimes, parce que ce sont quand même les grandes oubliées hein, dans ces histoires-là. C'est vrai que ça fait un bout de temps que je n'entends plus parler des victimes. On a beau vous avoir expliqué dans toutes les langues possibles et imaginables qu'en face de Stan Maillot au tribunal, ce sont les victimes et que les victimes, ce sont les enfants qui sont parties civiles. Ça, c'est un truc, ça ne rentre pas. Hein. Continue à lui envoyer des dons pour ses hémorroïdes. Donc, on reprend.
Les 3 enfants sont sous la garde de leur père depuis leur retour, avec une interdiction absolue de rencontrer leur mère. Les 2 aînés semblent souffrir particulièrement de tous ces événements car ils ont été témoins et protagonistes à leur insu d'une histoire qui les a dépassés. Ils ont du mal à mettre de côté cette situation douloureuse car ils avaient entre 6 et 10 ans quand tout cela s'est produit. Entre le rapt par leur mère et son arrestation plus de 2 années plus tard, ils ont pu entendre un discours maternel très négatif envers leur père et leurs grands-parents, ainsi qu'envers tout l'environnement social. Le petit dernier semble avoir été moins touché car il était trop jeune pour comprendre quoi que ce soit.